Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, nous allons parler du déni. Mais avant cela, je rappelle que j'ai fait le choix de faire ces vidéos pour expliquer nos instincts afin de comprendre notre fonctionnement en famille, entre amis, en société et dans le monde économique. Par exemple, c'est l'instinct de frime qui pousse à acheter un SUV. C'est la jalousie qui pourrit les relations de bureau. Et le moteur de l'économie libérale est motivé, entre autres, par nos instincts d'insatisfaction. Avec Maxime, vous le savez, nous commentons l'actualité économique. Et dans mes vidéos, je donne les clés pour comprendre les racines de nos instincts, ce qui aboutit à la construction de nos vies en société et de notre monde économique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'instinct du déni. L'instinct du déni est un mécanisme psychologique complexe qui a pu se développer au cours de l'évolution pour diverses raisons. Le déni permet aux individus de gérer des informations stressantes ou menaçantes et de continuer à fonctionner malgré la réalité oppressante qui l'entoure. Voici quelques idées pour expliquer comment le déni a pu se construire au cours de l'évolution humaine. Durant des centaines de milliers d'années d'évolution de Sapiens, on trouve diverses situations qui ont favorisé les individus et les tribus pour lesquels l'instinct du déni était savamment dosé. Allons-y pour les explications. Donc on trouve cet instinct du déni pour la perte d'un proche ou face à la maladie. À titre d'exemple frappant, je ne sais pas si vous le savez, mais une partie de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès pense que ce n'est pas lui qui a massacré sa femme et ses enfants. Vous voyez la force du déni quand la vérité semble trop dure à supporter. Bon, aux yeux de la justice, tant qu'il n'a pas été jugé, il est innocent. Maintenant, si on prend l'exemple de la disparition physique d'un proche, donc que l'on ne retrouve pas son corps, après une disparition d'un avion, donc en plein vol, ou à la suite d'un enlèvement, d'une disparition en mer ou en montagne, en fait une situation où l'on ne retrouve pas le corps de la personne. On dit que pour faire son deuil, la famille doit obtenir le corps du disparu. C'est souvent le seul moyen d'accepter la disparition d'un proche. Le déni de la disparition d'une personne dans la tribu, d'une personne qui est partie à la rivière ou à la chasse, donc le fait de ne pas accepter sa mort a permis à la tribu de continuer à fonctionner. Dans ces situations, le déni permet de protéger contre la douleur, le stress et la dépression. Maintenant, si on est plus général, sur des enjeux plus larges pour la tribu. Si on prend l'exemple d'une catastrophe naturelle, comme un volcan qui entre en éruption, des pluies diluviennes, un tremblement de terre, voire des rapports de force avec des animaux sauvages, ou avec une tribu voisine, on voit bien que dans la plupart de ces cas, une réponse raisonnée, temporisée par le déni, s'est avérée bien plus efficace qu'une réponse excessive ou de panique. Bien évidemment, il ne faut pas que l'instinct du déni soit trop important et que ces situations ne soient pas prises au sérieux. Donc on retrouve l'histoire du dosage. Si le déni n'est pas présent, c'est la panique à bord et la désorganisation, ce qui conduit dans la plupart des cas à ce que la situation soit mal gérée, à dislocation du groupe, perte des moyens face à la peur. Donc, au final, ce genre de tribu a moins transmis ses gènes. Si le déni est trop important, a une place trop importante, la menace n'est donc pas prise au sérieux, le groupe n'aura donc pas pris la mesure des enjeux pour contrer le problème, et donc la tribu, là aussi, aura été éliminée, et pas de transmission de gènes. Finalement, c'est l'instinct du déni savamment dosé qui s'est imposé au cours de l'évolution, en apportant les réponses les plus appropriées. Un point important à considérer. Dans certaines situations, on peut avoir des personnes qui ne réagissent pas face à un danger. Ce n'est pas systématiquement à cause du déni. Cela peut être parce qu'elles n'ont pas eu connaissance de ce danger. Si on prend par exemple une personne qui nage à la surface de l'eau alors qu'il y a un requin qui est juste en dessous. Si elle ne réagit pas, ce n'est pas un problème de déni, mais juste le fait que notre nageuse ne voit pas le danger. Elle n'en a pas connaissance. Si on prend comme exemple le mur de la dette pour la France, les personnes qui ne prennent pas de précautions ou qui ne voient pas le danger arriver, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont dans le déni. Cela peut être le manque d'information ou de sensibilité économique qui entraîne aucune réaction. Donc avant de dire qu'une personne est dans le déni, il faut déjà s'assurer qu'elle a bien connaissance de la situation.
Alors maintenant, attention au point suivant, très intéressant. Comme nous l'avons vu dans nos vidéos sur nos instincts, la quantité de déni n'est pas identique à chaque personne et ne s'exprime pas de manière uniforme dans toute la population. On a remarqué que l'évolution n'a pas favorisé le groupe le plus homogène. Penser tous pareil, faire tous pareil, ce n'est pas la meilleure adaptation. Je vais prendre quelques exemples pour argumenter mon propos. L'évolution de Sapiens n'a pas favorisé les tribus dans lesquelles les individus avaient les mêmes caractéristiques. Nous l'avons vu dans l'exemple du daltonisme. Cette mutation apporte un avantage évolutif à l'ensemble de la tribu pour la chasse et la cueillette. Nous l'avons vu aussi dans la hiérarchie du groupe, où l'évolution a prévu des modifications physiques, psychologiques et physiologiques pour donner des caractéristiques différentes à la personne qui devient leader du groupe, en termes d'agressivité et de comportement. D'ailleurs, dans la vidéo sur l'empathie, nous avons vu que les personnes plus ou moins empathiques apportaient un équilibre à la tribu. C'est très important de comprendre que certains de nos instincts ne sont pas présents pour sauver l'individu, mais pour sauver le groupe, pour sauver l'espèce humaine. Dans le déni, on trouve une dimension qui protège l'individu de la douleur psychologique, émotionnelle, mais on va voir qu'il y a une dimension du déni qui permet de sauver le groupe. En fait, le déni permet au groupe d'avoir des réactions différentes face à un danger, et cela peut maximiser la survie du groupe. Donc, on va voir des exemples comment ça peut se passer. On peut prendre des exemples qui sont d'actualité. Face au réchauffement climatique, aux pics pétroliers, ces sujets divisent le plus souvent la population. Ce qui montre comment le déni joue un rôle dans la diversité des réactions. On remarque que les avis divergent, et si on y réfléchit bien, c'est une force. Si on écoute les personnes les plus virulentes sur le réchauffement climatique, il ne faudrait plus faire d'enfants. Donc si tout le monde pensait pareil, on serait pétrifié par la peur. L'espèce humaine pourrait disparaître, ou du moins fortement diminuer. De même, si on écoute ceux qui ne feraient rien pour préserver la nature, on aurait des rivières polluées, du plomb, et toute la chaîne alimentaire contaminée. Alors attention, dans le cadre du réchauffement climatique, il y a d'autres instincts qui entrent en jeu et qui se télescopent avec celui du déni, comme par exemple celui des croyances, qui participent aussi à cliver la population. Mais prenons pour exemple l'éruption volcanique. La tribu voit le volcan entrer en éruption. Et si vous avez tout le monde qui part dans la même direction, tout le monde qui prend la même décision et qui veut s'éloigner du volcan. Imaginons que nos ancêtres se soient comportés comme des moutons et se suivent tous les uns les autres pour aller au même endroit à l'abri. Pensez-vous que ce comportement va maximiser les chances de survie de la tribu? Alors, cependant, si les gens se dispersent, que certains ayant trop de déni remettent en question l'existence du problème, que d'autres, n'ayant pas de déni, s'enfuient dans toutes les directions sans concertation, et qu'un troisième groupe de personnes, ayant un plan plus structuré, se suivent et essaient de se mettre en sécurité. On ne peut pas savoir pour les trois groupes que je viens de décrire lequel va survivre. Mais ce dont nous n'avons aucun mal à imaginer, c'est que face au danger, la multitude de nos réactions s'est avérée bien plus efficace pour la survie de l'espèce, plutôt que d'avoir une unique réaction comme un groupe de moutons. On peut remarquer que la tribu qui aura des individus avec des comportements différents va maximiser ses chances de survivre. Le déni plus ou moins marqué dans les individus permet face à un danger d'obtenir des réponses différentes, augmente la survie du groupe, de manière bien plus importante que si tout le monde prenait une même décision. Par exemple, face à une tribu ennemie, on peut trouver des personnes qui vont se préparer à l'affrontement, d'autres qui vont prendre la fuite, et ceux qui vont minimiser le danger. Au cours des siècles, la diversité de ces réponses s'est montrée bien plus gagnante que si tout le monde adoptait une même position, comme des moutons. Prenons un exemple plus récent de l'espèce humaine. Si on se place dans la tribu aztèque, à cette époque, les Aztèques pensaient que le sang des animaux, et encore plus le sang des humains, nourrissait les dieux. Et c'est ce qui permettait au soleil de se lever tous les jours. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cette croyance, mais il faut savoir que c'était un honneur de se donner en sacrifice pour ces dieux. Pas la peine de faire un dessin. On voit bien que lorsqu'un groupe ou une secte a le cerveau enfermé dans ses croyances, cela peut mener potentiellement à la disparition du groupe.
D'où l'avantage du déni. Que certaines personnes soient dans le déni pour sauver la tribu. Sur un plan actuel, c'est entre autres pour cela qu'il faut éviter que l'on se laisse enfermer dans des situations où on n'a pas le choix. En conclusion, l'instinct du déni est un mécanisme complexe et essentiel à la survie de l'espèce humaine. Bien dosé, il permet de gérer des situations stressantes sans sombrer dans la panique. La diversité des réactions au sein du groupe face à une menace ou une croyance est une force, car elle permet de trouver un équilibre entre action et prudence et de maximiser nos chances dans nos sociétés modernes. Comprendre et respecter cette diversité est crucial pour naviguer avec les défis contemporains tels que les pandémies, les crises économiques, les changements climatiques. Plutôt que de stigmatiser ceux qui réagissent différemment, nous devrions valoriser cette diversité qui a permis à notre espèce de prospérer. Merci et au revoir.